Bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marianne qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour, bonjour, regardez, on est dans un endroit magique. On va vous montrer un petit peu. On est ici dans cette ville de Kernavė, on est pas loin de Vilnius. On est bien sûr on est arrivé en Lituanie. Et on va vous montrer un petit peu cet endroit magique parce que ça nous fait penser souvent à la forêt de Brocéliande. Bah tiens, voilà le maître des lieux, Patrick, qui est ici qu'on va saluer. C'est un endroit magique, je parlais de Brocéliande parce que ici, ça n'est pas le roi Arthur, mais ce sont des sorcières qui sont là et qui sont des sorcières gentilles. Bonjour Patrick, vraiment Bienvenue Thibaut. merci pour cet accueil sympa. Ouais, écoute, ça fait plaisir de recevoir des compatriotes. Bienvenue au Colcos. Comme vous avez pu voir, il y a de la place ici, hein. Alors une question, kolkhoz pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une ancienne ferme collective de l'époque d'occupation soviétique. Ici, il y avait 1200 hectares de terre, la moitié en pâturage, la moitié en production. Il y avait à peu près 130 personnes qui travaillaient ici. C'est 80% de l'activité économique de la région. Après la chute du système, 90% de chômage. Nous avons commencé à racheter en 2003. Bon, c'était presque déjà des ruines. Et on a dû racheter ça au collectif issu de la dislocation du Colcos. Ça a été une épreuve assez compliquée. Il a fallu attendre plus de 13 ans pour terminer le plan d'occupation des sols. Et puis les crises les unes après les autres, comme le Covid et la guerre maintenant. Alors on commence nos activités. On a maintenant les licences restaurants et bars. Nous avons discothèque, chambre d'hôtes et nous recevons avec grand plaisir les camping-caristes, dont toi et ta charmante famille. Et si on parle d'une cité païenne, Patrick? Alors là, on est sur un site, effectivement, un site hautement historique, puisque nous avons plus de 10 000 ans d'histoire sur ce site, qui était en fait la première ville païenne, la dernière ville païenne d'Europe, la première capitale lituanienne. Autrefois, au Moyen-Âge, à son pic, elle avait plus de 4 000 habitants. Aujourd'hui, le village n'a que 200 habitants. Donc c'est un immense site archéologique de plus de 200 hectares, et sur l'ensemble, seulement 1,5% a été fouillé. Et les trouvailles ont été tellement importante que ça a justifié son inclusion dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. On est ici à Kernavė, exactement, hein. Carnavet, oui, et ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Alors là, vous pouvez jeter un œil, partout il y a des artefacts d'époque, comme la voiture de pompiers, puisque c'était la base des pompiers. Derrière, vous verrez la voiture de la milice, parce que c'était aussi la base de la milice. En fait, c'était le centre social de tout le village ici, hein. Tout se passait ici. Et quand le système s'est écroulé, 90% de chômage et toute la vie sociale a été affectée, bien sûr. Et vous, Lituaniens, vous êtes satisfait quand même qu'il n'y ait plus cette oppression russe? Vous auriez-vous apprécié d'avoir été 50 ans sous l'occupation allemande, nazie, hein? Voilà, la réponse est donnée. Mais c'est magnifique ici. Alors, quelles sont ces petites sorcières quel est Alors, la sorcière, c'est aussi toute une histoire, parce qu'elle a été implantée ici dans les années 60, en 76 exactement, on la voit très bien. Et c'était une forme, en fait, l'antichrist, l'arrivée du premier curé de Kernavė. Comme tous les ecclésiastiques ont été déportés sous Staline, et voilà, ils ont décidé de rouvrir des églises, remettre un curé, mais en même temps, c'était la risée du village pour les communistes. Voilà, donc c'est la sorcière maintenant qui trône sur la cheminée qui était la base du chauffage pour tout le kolkhoz. Donc, c'est-à-dire, on peut dire 70% allait dans l'air. C'était du gaspillage total. Mais à cette époque, on s'en foutait, ça n'avait aucune incidence. Par contre, maintenant, on paye, on a les compteurs d'électricité, les compteurs d'eau, etc. et on peut parler de ces guerres. Il y a eu beaucoup de guerres, les Prusses qui sont venus, les Allemands. Et ici, tout le monde est venu laver son linge sale chez nous. Donc, le problème d'être au milieu de grands empires, l'Empire austro-hongrois, l'Empire prussien, les Scandinaves, les Slaves, donc avec toutes les différences entre les Russes, les Soviets, etc. Donc, c'est une zone par excellence de conflit. Et ce qui est bien expliqué au musée de Kernavė, puisque là, on voit à travers les époques toutes les différentes invasions qui ont eu. Et également, à chaque fois, à chaque bataille, on brûlait la ville. C'est pour ça qu'il Ça y a a eu été plusieurs reconstruit, reconstructions au même endroit, ce qui est un phénomène assez exceptionnel aussi. toujours en bois. Toujours en bois, jusqu'en 1390, où là, finalement, après la dernière bataille qu'il y a eu contre les chevaliers teutoniques, ils ont décidé de déplacer la capitale et la poser à Trakai. Et là, on va apprendre des nouvelles techniques de construction des ennemis, puisqu'on va construire en dur, en briques. Donc, si vous avez l'occasion de voir le château de Trakai, vous verrez, protégé par les eaux, etc. On peut regarder, Patrick, sur la carte. Alors, ici, au départ de cette carte, on est en Pologne. On va enlever la petite feuille, Freddy. Alors, Ici- je peux revenir tout de suite. oui, oui, on fait une petite pause et Patrick revient tout de suite. Alors, voici nos pays. Oui.
3 petits pays, hein, parce que population cumulée, on ne fait même pas la population de la Suède. On parle des pays baltes, On hein. parle des pays baltes. Alors, On commence par le bas, c'est possible? si vous voulez, On moi je arrive commence ici. toujours par le nord vers le sud. Ah Donc bah je vais alors on y va, commencer. alors tu es chez toi. On se dit tu Voilà. parce qu'on commence à se connaître un petit Voilà. peu. Alors Alors, là-bas, Estonie, moins d'1 million d'habitants, population plutôt luthérienne avec une forte minorité orthodoxe. Évidemment, les Russes sont partout. Alors, elle a fait partie du groupe des langues finno-hongriennes, ouralo-altaïques, avec la cousine finlandaise qui est à 80 km là, à travers le golfe de Finlande. on passe par Tallinn. Le ferry, voilà. Et maintenant, il y a énormément de traversées. À l'époque soviétique, il y avait 2 traversées par jour. Maintenant, on est à une cinquantaine. On montrait un peu le développement. Le trafic dans la mer Baltique, depuis la fin de l'Union soviétique, est devenu un des plus importants zones de trafic maritime. Sauf qu'actuellement, à cause de la guerre, ça s'est un peu ralenti, bien sûr. Mais la Russie a seulement un port, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. À Kaliningrad, là on est. Voilà. Donc là, on va descendre en Lettonie. Hein, la Lettonie, moins de 2 millions d'habitants, capitale Riga, la plus grande ville de la Baltique, puisqu'il y a presque 1 million d'habitants. Mais c'était le pays le plus compliqué aussi à l'indépendance, parce que la ville de Riga avait près de 80% de Slaves russophones. Donc c'était un grave problème d'intégration. Et la Lettonie est protestante, et elle parle le letton, qui est cousine du lituanien, et qui font partie des groupes proto-baltes, dont faisait partie le vieux prussien avant l'arrivée des chevaliers teutoniques et des tribus germaniques qui ont occupé toute la région pendant plus de 6 siècles et qui ont eu 48 heures pour dégager à l'arrivée de l'armée rouge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Patrick, avant les pays baltes, c'était un seul pays? Ça n'a jamais été une unité, hein. C'est des peuples qui sont venus s'installer sur cette zone géographique dès le déplacement des glaciers. C'est pour ça c'est très explicite ici à Kernavė. On voit les collines donc issues de l'érosion et les premiers arrivés ont compris l'intérêt stratégique de se mettre sur les collines. Et donc ça remonte à 10 000 ans. Donc c'est une histoire assez riche et intéressante dans le fait où cette partie de l'Europe a été toujours très méconnue, voire inconnue, et très souvent mélangée avec soit la Russie, la Pologne. Ça a toujours été très, très problématique pour nous de se faire reconnaître. C'est pour ça, depuis l'intégration à l'Union européenne, à l'OTAN, on est heureux qu'enfin les voyageurs puissent venir chez nous et comprendre qu'on est vraiment aussi des nations européennes. Et qu'il n'y a aucun souci malgré le conflit. Vous avez vu des chars russes sur Aucun, non, il n'y a aucun souci. Il faut venir dans ces pays baltes, c'est magnifique. Et on n'a pas parlé encore de la Lituanie, le pays le plus intègre, qui a vraiment une histoire, puisqu'elle remonte au Moyen-Âge, où c'était un immense État réuni avec la Pologne, qui s'appelait la Respopolita, ou la République des deux nations, qui s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire. Aujourd'hui, la Lituanie a moins de 3 millions d'habitants. Ça fait près de 30 ans qu'on parle des 3 millions, et on est à 2 600 000 et quelques mille. Donc on a le plus fort taux de chute démographique de l'Europe, le plus fort taux d'émigration de l'Union européenne. Et la Lituanie, c'est le pays le plus latin des 3. Donc, comme j'ai expliqué, la langue est cousine du letton et la religion est principalement chrétienne, bien qu'il y a de fortes minorités orthodoxes aussi, et surtout ne pas omettre le fait que c'était aussi la capitale du Yiddishland, Jérusalem du Nord. Et il y avait une très forte population juive dans la région qui a été anéantie totalement, quasiment totalement pendant l'occupation nazie. C'est le cas aussi en Pologne. Dans le fameux triangle juif où on va effectivement entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine, Bélarus aussi, c'est notre pays voisin, où il y avait toujours une forte population juive parce que l'impératrice Catherine ne voulait pas les voir trop près de la capitale Saint-Pétersbourg. C'est pour ça qu'il y avait ce fameux triangle juif. C'était le Yiddishland aussi, donc tout a été annihilé en quelques années pendant l'Holocauste, malheureusement. Alors on peut regarder là précisément. Alors tout le monde connaît cette capitale qui est Vilnius, qui est ici. On peut montrer avec ton doigt l'endroit précis où tu es situé. Alors nous sommes à Kernavė ici même, on voit qu'il y a bien remarqué. Alors la Lituanie a eu 4 capitales, c'est assez symptomatique d'une histoire troublée. La première capitale étant Kernavė, où vous êtes actuellement. La deuxième, Trakai, comme j'expliquais avant. Là, alors, Trakai, c'est entre les deux, c'est là sur le bord, là, dans la région des lacs. Oui. Et donc après Trakai, ça deviendra Vilnius. Entre les deux guerres, la Pologne a occupé la région de Vilnius, où il y avait seulement 6% de lituanophones à cette époque. Mais Vilnius a toujours été une ville cosmopolite. Une ville cosmopolite, on y parlait 7 langues.
voire même 8 langues. Il y avait le yiddish, l'allemand, le français, le russe, le polonais, le lituanien étaient parlés seulement par 6% de la population. Et la langue véhiculaire était le polonais et le russe entre eux. Et sous prétexte que la Lituanie n'avait pas une armée suffisamment efficace en cas d'attaque par les bolcheviks par le nord, l'armée polonaise a envahi cette zone. Et donc la Lituanie, qui venait à peine d'obtenir son indépendance après la Première Guerre mondiale, s'est décidée à transposer la capitale à Kaunas, à environ 100 km d'ici. En Kaunas, quelque chose que les Français connaissent certainement, même s'ils n'y sont pas allés, ils ont entendu parler du Niémen, la fameuse rivière donc, où va se jeter la nôtre, la Néris. Alors le Niémen, c'est la fameuse traversée de Napoléon en juin 1812 pour envahir la Russie et l'escadrille française Normandie-Niémen. Belle histoire, hein. Si certains veulent visiter ce beau pays, qu'est-ce qu'on peut voir à part bien sûr Vénus et les côtes, la Baltique? En général, on divise par thème. Il y a tellement d'informations à transmettre. Et comme les gens en général connaissent très 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 mal notre région, donc on fait appel à des épisodes de l'histoire commune européenne comme Napoléon, la route Napoléon, qui va aller donc de Pologne, Lituanie, Bélarus, Russie. Ensuite, on a la route des Vikings, on a la fameuse Via Baltica qui te marque normalement à Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius. C'est la route de l'Europe. Et on a également sur les traces des chevaliers teutoniques, qui est une histoire très présente sur les pourtours de la Baltique, parce que c'est aussi les anciens comptoirs de la Hanse. Nous avons également le passé judaïque de la région, de ces pays-là, sur les traces du monde juif disparu. Voilà. Et on a donc sur les traces du Grand-Duché de Lituanie, comme j'expliquais aussi. Voilà, d'autres thèmes. Après, il y a la nature qui est omniprésente partout dans nos 3 pays. Je crois qu'on a une forêt, on fait partie des plus grandes forêts, d'avoir encore un patrimoine de forêt parmi les plus importants en Europe par rapport aux tailles de population. C'est évidemment comme on s'est dépeuplé beaucoup. Et c'est surtout beaucoup de villages isolés, ce qui a permis en fait de préserver la langue et la culture. Parce que les villes ont été créées par les envahisseurs en général. Voilà, donc c'est assez artificiel, comme Riga a été fondée par les Danois, les Scandinaves. Après, les Germaniques sont arrivés ici. Tallinn aussi, c'était par les Danois. Il y a eu les Suédois aussi, les Vikings. Donc beaucoup de monde est passé par ici. Comme j'ai dit, même Napoléon est passé par ici et il a laissé beaucoup de monde. Alors ça, c'est un thème également, hein, la route Napoléon, puisqu'on a trouvé à Vilnius en 2002, on a fait des fouilles en préventive en dégageant un site qui était occupé par l'armée autrefois. Et on a retrouvé les restes des soldats de la Grande Armée. Donc une quantité assez impressionnante qui a justifié le déplacement de très nombreux spécialistes du monde entier. Voilà, sur l'histoire du 19e siècle, la fameuse Grande Armée, l'armée des 20 nations. Voilà, donc j'ai participé moi-même à cette épopée, donc c'était assez intéressant et riche en informations. Voilà, donc j'ai aussi donc les Pays-Bas, c'est intarissable quand on ne connaît pas. Si vous venez ici, c'est bien d'avoir un guide qui puisse vous expliquer un petit peu plus le détail en vous montrant un peu les gros aspects de la ville. Et après, vous pouvez vous-même chercher, aller dans les musées et découvrir par vous-même. Merci Patrick. Toi, un petit peu d'origine française et un petit peu d'origine de la Finlande aussi? Oui, mais alors si on commence à parler de moi, il faudra plusieurs épisodes. Disons que je suis citoyen européen et très fier de l'être. Voilà. Et aucun souci vraiment pour celles et ceux qui veulent venir au Pays-Baltes avec ce conflit. Aucun problème. Aucun Et les souci. gens sont très, très, très accueillants. La vie n'est pas encore trop chère. On y mange relativement bien. On trouve de tout maintenant. Donc c'est l'Europe. Nous, on parle souvent, c'est la Scandinavie du Sud. Alors justement, puisque nous, on est les suricates gourmands, on est venu ici aussi pour déguster. Quelles sont les habitudes alimentaires ici dans ce pays? Le poisson, peut-être? Alors déjà, à la base, sachez qu'on n'est pas des pays gastronomiques, puisque ici, les gens mangent pour survivre, hein, en règle générale. Quand on voit l'histoire, comment elle était compliquée, et les drames qui ont été très souvent, malheureusement, où les gens n'avaient rien à manger, donc ils ont dû se contenir au minimum. Le pain noir, le lard, Et les pommes de les terre? patates, quand on a eu les pommes de terre. Parce qu'avant, on mangeait des racines. Donc il n'y a pas une grande gastronomie, mais par contre, leurs plats sont assez raffinés dans leur sens, hein. Donc il y a des spécialités locales, mais maintenant on utilise de plus en plus la cuisine internationale. Donc on trouve vraiment des plats de tous les pays du monde ici. Mais bon, sachez quand même, c'est la charcuterie, les pommes de terre, le chou, la bière qui est excellente. Voilà, et une boisson locale qu'on appelle le gyros. C'est une boisson faite à base de pain noir fermenté, une sorte de limonade locale. Voilà.
La charcuterie est assez intéressante et très variée. Les pains aussi sont très variés. Parce qu'évidemment, c'est l'alimentation première, hein. Est-ce que vous avez ici, comme en Pologne, un alcool fort comme la vodka? Bah, disons, comme la vodka, c'est la vodka, hein. Donc chacun fait son schnapps, enfin, Ouais. clandestinement, avant, moins maintenant. Mais bon, c'est pareil. Maintenant, ils aiment le whisky, ils aiment le gin, ils aiment le cognac. Voilà. Mais la bière principalement. Ici, on a une quantité impressionnante de variétés de bières. Merci Patrick, on va se mettre avec Freddy et Marianne. Vous dire à bientôt, ça va super bien. Est-ce qu'on peut dire un petit mot comme ça? On aimerait bien avoir un petit mot en lituanien pour dire à celles et ceux qui veulent venir ici, à Kernavė, dans ce site magnifique, calme, il faut venir ici dans cet ancien kolkhoz. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mettez-vous, Patrick, mets-toi à côté de Freddy et de Marianne et on va essayer de dire une phrase en lituanien. Oui, à côté de Freddy et de Marianne, on va leur dire au revoir. Alors, Pour, on va prendre deux mots en lituanien. Déjà, on va dire alors, bonjour. alors. Laba Diana. Laba Diana. Laba Diana. Ačiū. Atchou. Atsu. Ça veut dire merci. Sveiki atvykti Lietuvoje. Voilà. Bienvenue en Lituanie. Merci. Merci. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Patrick. Merci pour cet accueil. Il faut venir ici dans cet endroit. C'est paisible, c'est sympa. Merci Patrick. Marianne, si nos amis souhaitent nous encourager, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un petit... Ouais, Freddy? Abonnez-vous si vous le voulez, partagez. Voilà, regardez. À bientôt. On termine avec ce bel endroit, ce kolkhoz, ici, où des gens travaillaient. Et voilà, avec un espace, bien sûr, camping-car et notre petit camping-car. Allez, on vous dit à bientôt. On vous embrasse. À bientôt.